Dans la vidéo YouTube hier, j'ai essayé de répondre à la question, est-ce que j'étais pas, dégoûté ou est-ce que je n'avais pas gâché, du temps en faisant, de longues études, puis du M&A pour finalement, quitter, ce job que beaucoup rêvent d'obtenir, notamment en école de commerce et que, de nombreux étudiants, cherchent à avoir. Je pense que je peux résumer, un peu les 16 minutes de vidéo d'hier en quelques points. Un, c'est que malgré tout, le parcours prépa école de commerce vous prépare tout de même à avoir une capacité de travail et une charge mentale adaptée au métier, donc ça, c'est un bon point. Deuxièmement, le ce qu'il faut retenir sur ce parcours, c'est que, si c'est enfin, mon avis honnête, c'est il faut avoir fait une bonne prépa ou faire une bonne prépa pour ensuite avoir une bonne école de commerce, pour pouvoir ensuite être en banque d'investissement plutôt large cap, pour faire du M&A. Donc si vous cherchez le top du top, ça va être les banques américaines. Vous avez aussi les grandes banques françaises, Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale et après vous avez les boutiques comme Lazare, Rothschild, Centerview, voilà, tous ces noms-là. Donc forcément, meilleure est l'école que vous avez, meilleur sera, l'emplacement, le job que vous obtiendrez en M&A, même après des stages ou même d'ailleurs pour vos premiers stages qui, conditionneront évidemment l'accès au M&A derrière. Et l'autre point, en fait, qu'il faut retenir aussi, c'est, il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez faire carrière, dès le départ? Donc, vous vous dites: «Bon, bah, voilà, vous allez monter les grades». Peut-être que vous allez faire 3 ans, le premier cycle analyse, vous allez faire le cycle associate, pourquoi pas VP? Et puis pourquoi pas, en fait, jusqu'à finir, managing director d'un secteur parce que ça vous plaît, parce que ça vous fait triper et cetera. Ou alors continuer de faire carrière, mais en bifurquant, en allant en private equity, en allant en fonds infra, en allant, peut-être pourquoi pas sur du VC, sur des fonds, familiaux comme la famille Peugeot, ou alors en M&A corpo, stratégie, corporate et cetera dans les grands groupes, dans les grandes entreprises, les multinationales. Et en fait, ça introduit bien le sujet, qui est à l'ordre de cette vidéo et à l'ordre du jour, qui va être de pourquoi en réalité j'ai quitté le M&A. Après 3 ans, donc j'ai passé les 3 premières années et les salaires, vous pouvez regarder, une des petites vidéos, short form que j'ai faites sur YouTube, sur les salaires. Moi, la première année, j'avais 70, de fixe et 25 de bonus. Après, c'était 80 de fixe plus 60 de bonus et à la dernière, 90 plus 70 de bonus. Sachant que, il peut y avoir, des bonus plus grands, plus vous allez dans les banques, reconnues, au même grade, hein, j'entends analyste et cetera, meilleurs seront les bonus en comparaison, notamment chez Rothschild, chez Lazare, chez Goldman Sachs. Après voilà, ça dépend des années, il y a des années qui sont moins bonnes, il y a des années qui sont meilleures. Nous, la première année était moins bonne, les années suivantes étaient meilleures, donc voilà, ça dépend aussi du management de votre banque. Et donc, pourquoi finalement, je suis parti de ce métier que beaucoup rêveraient d'avoir? Enfin, en tout cas en école de commerce, la plupart des gens, ils cherchent à avoir ça. Quand vous faites des stages, vous essayez d'avoir le meilleur stage possible pour ensuite avoir la meilleure banque possible, hein. C'est un peu comme les concours avec les écoles de commerce. En réalité, je pense qu'il y a 3 points importants. On va essayer de structurer ça en trois grandes parties. La première, c'est pourquoi je suis rentré en M&A. Je l'ai expliqué un peu dans la vidéo d'hier. J'y suis rentré parce que c'est en effet l'un des métiers post-école de commerce ou en tout cas, à la sortie vraiment d'école de commerce, donc à 24 ans, 24-25 ans, qui vous permet de gagner autant d'argent en salaire, comptant le bonus. Moi déjà, je crois à la deuxième année, je gagnais plus que mes 2 parents cumulés en comptant, le bonus bien évidemment. Mais c'est quand même énorme. Mes parents qui ont, beaucoup plus, une carrière beaucoup plus longue et vous arrivez à 25 ans à des salaires en fait qui sont, suffisants ou équivalents, voire supérieurs. Et donc forcément, voilà, moi je suis rentré là-dedans pour ça. Comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, c'était, notamment à cause des frais de scolarité. Je pense que je ferai une vidéo un peu détaillée sur, les études, mon avis sur la prépa, les écoles de commerce. Là, je viens de voir, les frais de scolarité pour l'année 2026 et pour donner juste rapidement un ordre de comparaison, moi quand j'étais rentré, c'était 47 000 € les 4 ans avec la césure. Aujourd'hui, vous êtes à 67 000, donc ça a pris 20 000 en 5 ans. C'est gigantesque parce que moi j'avais fait un prêt de 60 000 qui couvrait, au-delà de l'école et des frais de scolarité, qui couvrait un peu les dépenses du quotidien, un ordinateur portable pour les cours et puis un peu de loyer par-ci par-là. Et là, quand je vois que c'est 67 000, je me dis, imaginez si vous aviez, enfin si moi j'avais pris un prêt du coup de 80 000, les mensualités que ça ferait, j'ai pas fait le calcul là et je le ferai pas de tête, mais je ferai ça dans une vidéo un peu plus détaillée.
parce que je pense que, il faut notamment avec l'IA aujourd'hui, enfin bon, je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus. Mais en tout cas, pour revenir à ce point, donc je pense que je suis rentré pour une mauvaise raison. Alors, je pense que beaucoup se mentent, et rentrent pour la même raison, c'est pour le prestige, la carrière que ça peut offrir derrière. Parce que un peu comme les stages, c'est un peu, vous allez parfois dans un endroit par opportunisme, donc c'est parce que c'est une opportunité qui se présente à vous que ça peut vous ouvrir plus de portes et ça, c'est vrai. Et vous vous faites chasser sur LinkedIn pour plein d'autres postes différents. Plus vous êtes actif, mieux c'est. Plus vous êtes dans une grande banque, encore mieux c'est et encore mieux sont les postes qu'on peut vous proposer. Mais donc forcément, la plupart, à mon avis, rentrent en premier lieu pour le prestige de la carrière, les opportunités et le salaire. Après, derrière, vient l'intérêt même du métier, que je pense que je décortiquerai dans une vidéo de ce type, où je décortiquerai un peu plus ce qu'est le métier, ce qu'on y fait, pourquoi, enfin les points, les avantages, les inconvénients, etc. Là, c'est pas le sujet. Mais du coup, ça fait que vous rentrez pas forcément motivé par ce que vous faites tous les jours. D'autant plus que c'est un métier très hiérarchique et pyramidal, où, quand vous commencez, bah, vous êtes en bas de l'échelle et forcément les tâches qu'on vous donne ou qui vous incombent sont pas forcément les plus intéressantes. En tout cas, moi, c'est pas ce qui me plaisait le plus. À la fin, en revanche, c'était sympa. Moi, j'aimais beaucoup faire de l'Excel, de la modélisation financière et c'est ce qu'on fait plus tard quand on prend, en grade et ça, j'aimais bien faire, notamment sur, des modèles d'infrastructure. Mais, déjà donc je rentre en fusion-acquisition en ayant à l'esprit que je comptais pas y faire carrière et ça, c'était certain. Je le voyais vraiment comme un tremplin, mais je savais pas ce que j'allais faire après. Je savais pas si j'allais partir en private equity, si j'allais partir en M&A corpo, si j'allais monter une start-up, développer autre chose et cetera et en fait, voilà, je pense que je suis arrivé dedans, en sachant que je ferais, quelques années et je savais pas combien. Je pense que le minimum, c'était 3 parce qu'en général, on dit: «Au moins, vous faites le cycle analyste», donc c'est en 3 ans et au moins, vous avez quand même passé les 3 premières années, c'est un peu un prérequis pour ensuite monter en compétences, être un peu plus valorisé sur votre CV et c'est plutôt à ce niveau-là, en général, que les gens partent. C'est après le cycle analyste ou la première année d'asso. Ceux qui restent après, bah, partent après ou en général, moi, de ce que je vois autour de moi, les gens qui sont restés passer, ces 4 premières années, 5 premières années, c'est des gens qui restent et qui continuent ou qui, potentiellement, changent de banque, ou de structure, mais qui vont dans le même métier parce qu'ils ont envie de prendre des plus gros bonus ou alors de changer d'équipe, de changer d'air, d'aller dans d'autres structures, mais qui sont sur les mêmes métiers. Et après, en fait, la première année s'est bien passé. Et en fait, très rapidement, est venue l'idée du bar. Alors, pour donner un peu de contexte, moi, j'ai passé ma première année donc de M&A et après, on va redonner du contexte. J'aurais dû faire ça autrement, mais c'est pas très grave. Quand j'étais à Paris, avec mon meilleur ami, moi j'ai un background très geek, gamer, j'aime beaucoup les jeux vidéo, je baigne dedans depuis le collège à peu près. Je pense que je pourrais en faire une vidéo un autre jour. Et on allait très souvent au Player One, donc c'est un bar qui a fermé depuis malheureusement, qui était un bar à ambiance et sur le thème un peu rétro gaming, etc., avec des cocktails que vous pouvez retrouver sur les jeux comme Crash Bandicoot pour ceux qui ont connu. Il y avait des références à Mario Kart, il y avait dans la déco, c'était super sympa, enfin très orienté rétro gaming, mais un super bar, un super endroit et on s'y plaisait énormément. On prenait toujours du bon temps là-bas et c'était toujours blindé. C'était ultra complet chaque fois qu'on y allait, que ce soit un vendredi soir, un samedi soir ou un jour de semaine. Alors évidemment, un lundi soir, il y a moins de monde, mais très souvent, c'était quand même assez complet. Ils avaient 200 mètres carrés sur 2 étages, donc le rez-de-chaussée et le sous-sol, très bien décoré, et cetera. Et très rapidement, je me suis dit, «Ah mais tiens, il y aurait des points d'amélioration à faire dans ce bar, le concept est génial». En plus, moi, j'adore ça. Les cocktails sont cool et tout, mais il y a des trucs que je trouvais, qu'on pouvait améliorer, et ils avaient notamment une sorte de petite application, pour vous faire gagner des points, un peu une application de fidélité, mais qui était toute simple. Enfin toute simple, qui était vraiment pas mal. Et vous gagnez des points en scannant le QR code sur votre ticket de caisse et l'argent que vous aviez dépensé, ça vous donnait des pièces d'or et puis les pièces d'or après vous pouvez avoir, des dessous de verre enfin pas personnalisés, mais des dessous de verre, sur le thème du geek et cetera. Des mugs, voilà, tout plein de trucs et des verres gratuits. Et puis en fait, petit à petit, dans mon cerveau, entre la deuxième et la troisième année, donc sur 2 ans, cette idée, elle a commencé à germer et je me suis dit: «Mais, est-ce que ça serait pas cool, en fait, d'ouvrir mon bar geek gaming avec mon ambiance?»
ma déco, mes cocktails, et puis ma carte et tout ce que je trouvais qu'on pouvait améliorer dans ce bar, le récupérer et le refaire. Et donc en discutant avec quelques personnes, le projet plaisait et cetera et puis moi en plus de mon côté, le projet commençait à faire vraiment, une petite pousse, hein. C'était une graine au début, après ça a commencé à faire un arbuste dans ma tête et on en est retrouvé à vraiment commencer à étudier la chose sérieusement, à la fin de ma, on va dire, ouais 3e année. Parce qu'en fait, la dernière année, c'est l'année où je suis parti, donc ça compte un peu moins. Mais à la fin de la 3e année, où j'ai commencé vraiment à regarder les concurrents à Paris, le coût d'un bar, les marges, je commençais à faire un business plan. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à vraiment travailler le projet jusqu'à la fin d'année de ma 3e année, où j'ai missionné une entreprise pour me développer une application mobile pour la fidélisation, une application de fidélisation pour le bar, un peu à l'image de celui que faisait le Player One, un petit truc simple pour en fait, au lieu d'avoir une carte que je coche ou avec des points, enfin voilà, un truc sympa. Et en fait, donc forcément, voilà, le projet a continué et c'est l'une des grosses raisons pour lesquelles, enfin c'est la vraie raison pour laquelle je suis parti à l'instant T, juillet 2024 de l'entreprise et du M&A, c'était pour lancer le bar. Parce que derrière, en fait, moi, j'avais signé un bar, boulevard Richard Lenoir, c'est l'ancien Meltdown qui a fermé, qui est devenu une pizzeria maintenant. Et j'avais signé le bar et là, du coup, je m'étais dit: «Bon, bah, c'est super, je pars, c'est signé». J'avais beaucoup d'argent sur la table parce que, bah, avec les économies que j'avais faites, en M&A, j'avais quand même beaucoup d'apports. Le local était pas si cher, j'avais déjà fait des acomptes pour, les artisans, pour les travaux, pour plein de trucs. Tout tout était parti pour, bien fonctionner et puis, en fait, j'ai pas eu le financement bancaire, donc je suis déjà parti et j'ai pas eu le financement bancaire pour la faire. Parce que j'avais pas d'expérience dans le domaine de la restauration et de la brasserie, j'ai fait que de la finance dans ma vie. Et l'autre vrai enfin, c'est un vrai argument, hein, mais l'autre vrai argument, c'était que le bar que je reprenais avait des résultats, vraiment, catastrophiques, comptablement parlant et du coup, il se disait que, bah, l'affaire était, pas maudite, mais presque et que moi, avec aucune expérience, je pouvais pas forcément rattraper la chose. Même si j'avais, gardé, la manager, qui était là et qui était la barmaid et qui était vraiment à fond dans mon projet aussi. Donc ça n'a pas fonctionné et ça, c'est vraiment la raison principale pour laquelle je suis parti du M&A. Mais après, il y a 2 autres raisons, je pense que malgré tout, je savais que je ne resterais pas. Donc ça, c'est les 3 points. Donc la deuxième raison, c'est que au fond, le métier me plaisait plus forcément. Alors il y avait des trucs qui étaient super intéressants, mais on était en fait en M&A, on est très sur la partie transactionnelle, process, de la vente. Donc vous accompagnez un deal, quelle que soit la taille, qui peut être vraiment super. Imaginons que c'est un deal qui vous plaise et cetera. Et ben, en fait, une fois que le deal est fait, vous avez signé, vous êtes super content parce que vous avez bossé énormément et puis ça s'est fait, vous avez gagné. Et ben après, hop, vous passez à autre chose. Donc vous avez aucune nouvelle de comment se passe l'intégration. Vous avez par exemple calculé des coûts, des synergies de coûts, des synergies de build-up. Vous savez pas si en fait derrière la boîte elle fait les acquisitions que vous lui avez conseillé de faire, si elle réduit les coûts comme vous avez conseillé. Et en fait, c'est un peu ça qui est dommage, c'est que vous assistez que à la partie purement transactionnelle, avec une vue globale, et autant quand même malgré tout très détaillée. En large cap, c'est quand même assez global, hein, on va pas se mentir. On va dans le détail, mais on est accompagné par des avocats, par des auditeurs, des transaction services qui chacun, eux, ont un scope précis. Et nous, on chapeaute tout ça. Et donc, voilà, je trouvais ça dommage et je pense, je serais parti en private equity, puisqu'en private equity, il y a ce côté où vous prenez la boîte en portefeuille, puis vous devez suivre opérationnellement, vous devez la faire grossir, un peu de stratégie, augmenter les cash flows, etc. pour rentabiliser votre investissement, puis faire une exit intéressante. Et la troisième raison, et là, ça rejoint un peu les propos de ma précédente vidéo, c'est que, en fait, au volume d'heures travaillées, vous avez des gros salaires, mais bah, c'est difficile de maintenir une vie sociale et une vie amoureuse en même temps. Ça, c'est un fait. Et puis bon, après, vous faites des super potes, ça je l'ai dit. Mais malgré tout, c'est pesant sur la vie personnelle. Même si le work-life balance, là où j'étais, était quand même assez sympa, il s'est dégradé avec le temps, donc ça n'a pas aidé. Mais au-delà de ça, il y a aussi ce côté en fait, vous bossez autant d'heures pour des gens qui parfois vous respectent peu, ou qui, enfin les clients parfois qui vous font des demandes à minuit pour 8 heures le lendemain, qui sont complètement débiles et qui servent à rien. Vos MD parfois qui sont pas mieux. Il y en a qui sont très sympas, très smart, c'est le boulot, oui, il faut faire le travail, etc. Je suis d'accord. Mais en fait, vous bossez énormément, toujours pour quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est partout pareil dans tous les métiers, quand vous êtes salarié.
cadre, mais en plus là, vous faites des heures quand même, assez conséquentes, quoi. Et je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi je passerais pas autant de temps?» Enfin, c'est plutôt l'inverse. Je me suis dit: «Imagine, tu passes autant de temps, donc 70-80 ou 50 parfois, non je plaisante, 50 c'est rare, mais 70-80 heures par semaine pour bosser pour toi, sur ton projet qui te plaît, qui te tient à cœur». Et c'est surtout ça en fait qui me donnait envie de partir très rapidement. C'était de se dire en fait sur tout ce temps passé, j'aurais pu le passer à faire mon projet, à faire mes projets ou continuer en fait, enfin, c'est pas du temps perdu, je referai une vidéo aussi, mais pour pouvoir derrière en fait, bah, construire quelque chose pour soi. Et ça, c'est vraiment selon, bah, votre envie, si vous avez la fibre entrepreneuriale, si vous avez envie de créer quelque chose, de construire quelque chose. Mais si vous voulez faire carrière, voilà, ça marche très bien aussi. Mais du coup, voilà, c'est les 3 raisons. La première, c'est un et la plus importante pour moi personnellement, c'est parce que j'avais un autre projet qui était un projet de bar. 2, le métier, ne me plaisait pas spécialement et de moins en moins, je trouvais ça intéressant. Et 3, c'était au-delà du projet du bar malgré tout, c'était quand même que passer autant d'heures, heu, toujours sur plein d'autres sujets et cetera, pas pour soi, c'est vraiment dommage. Quand vous avez envie de créer quelque chose, vous pouvez vous dire: «Voilà, je pourrais atteindre des sommets, si je travaillais autant pour moi ou pour mes projets». Ou peut-être dans une autre structure. Je me dis, c'est, l'occasion si vous avez rencontré quelqu'un qui monte une boîte, qui est dans une start-up, vous croyez au projet et tout, vous vous dites: «Mais si vous mettez 80 heures par semaine, dedans, si le truc décolle, vous allez non seulement avoir un formidable enfin, un parcours formidable et quelque chose à raconter, mais en plus potentiellement, voilà, en termes de si vous avez des parts dans l'entreprise, ou même si derrière vous avez un poste, à responsabilité, vous aurez un gros salaire, enfin, vous êtes gagnant, quoi». Donc c'est surtout pour ça, pour ces 3 raisons que, j'ai quitté le M&A et que même si j'avais pas eu mon projet de bar, je serais parti, assez rapidement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.